Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'école, bien entendu, est faite pour s'instruire, acquérir des connaissances, mais dans son rôle d'instructeur, l'enseignant inculque à l'apprenant des notions de savoir-être et de savoir-vivre. Mais en quoi consiste ce rôle d'éducateur joué par les enseignants? On va le savoir dans un instant. Les enjeux des énergies renouvelables étaient au cœur d'un panel de discussion. Cette rencontre avec les médias se tient dans la même logique de l'appel à la sensibilisation et à la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice des populations que prône la journée internationale des énergies propres. Et puis enfin, sauterons dans la commune de Soava et qui était en fête le 3 février pour sceller davantage les liens entre les filles et fils. Vous suivrez dans un instant le compte rendu de cette célébration. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'école est faite pour s'instruire, sans doute acquérir des connaissances, vous le savez, mais dans ce rôle, bien entendu, d'instructeur, l'enseignant inculque à l'apprenant des notions variées de savoir-être, de savoir-vivre dans la société, mais en même temps, on s'interroge en quoi consiste ce rôle d'éducateur joué par les enseignants. Réponse dans ce reportage que nous propose Esther Tofa. Enfant, vous êtes ma jeune famille d'adoption. J'aime en vous vos parents, dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie, dont vous êtes l'espoir. Cette séquence de phrases, extrait de la poésie Ce qu'ambitionne maître, définit le rôle éducateur de l'enseignant. En dépit d'inculquer à l'apprenant des connaissances, le donneur de savoir a également le devoir de le façonner pour en faire un citoyen modèle. Un rôle qui requiert une bonne dose d'amour, d'attention, de temps, d'écoute et de patience. Dans nos écoles, l'enseignant ne fait qu'accompagner les parents dans leur rôle, dans son rôle d'éducateur, en plus de son propre rôle d'instructeur. Voilà. On essaie autant que faire se peut de former l'esprit de nos apprenants tout en leur apprenant à être de bons citoyens de demain par le biais de certaines notions comme la morale, le civisme, les comptes. C'est vrai que c'est agaçant pour un enseignant de dire aux étudiants vous devez garder vos téléphones éteints dans votre sac. Vous ne devez pas utiliser votre téléphone pour composer. Vous ne devez pas tricher. Là, ces choses-là, normalement, auraient dû être acquises à l'intérieur du cercle familial parce que c'est une question de l'éducation globale. On a besoin qu'on lui dise pas bon, mais on lui dit pourquoi ce n'est pas bon et pourquoi telle autre option est meilleure. Donc, la maison, oui, la maison fait sa part. Mais l'enseignant doit faire la sienne. Les enseignants, dans leur rôle d'éducateur, ne se substituent pas aux parents, mais les complètent. L'apprenant appelé à passer la majeure partie de son temps à l'école, l'enseignant, conformément à la déontologie de son métier, se doit de transmettre à ce dernier les valeurs essentielles à son développement intellectuel et social. L'enseignant, lorsqu'il s'engage, selon la déontologie du métier, à exercer ce métier, il se dote non seulement de connaissances intellectuelles, et là on parle de la didactique de la matière qu'il enseigne, mais aussi de ressources pédagogiques. Et cette pédagogie s'enseigne ou s'acquiert dans les écoles normales. Et c'est à l'école normale justement qu'on renforce l'enseignant pour faire de lui non seulement un enseignant simple, mais aussi un éducateur. Parce que pour faire passer le message, l'enseignant a besoin de façonner l'individu, l'apprenant, de façonner le mental de l'apprenant, de façon à le disposer à recevoir les connaissances. L'enseignant, pour faire passer son message, a besoin d'être non seulement un instructeur, mais aussi un éducateur. Parce que, comme je l'ai dit, il ne servirait à rien, d'avoir des jeunes ou des personnes bien équilibrées au niveau intellectuel, mais totalement en déphasage avec la société au plan de l'éducation. Donc les deux, en fait, vont de pair. Les enseignants, bien plus que des transmetteurs de connaissances, sont des guides, des modèles. Ils doivent donc en prendre conscience dans l'exercice de leurs fonctions afin de ne pas façonner des citoyens nuisibles à la société et à leur patrie.
On parle environnement à présent. L'association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables a initié sur ces installations AZER un panel de discussion sur les enjeux des énergies renouvelables. Cette rencontre avec les médias se tient dans la même logique de l'appel à la sensibilisation et à la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice des populations que prône la Journée internationale des énergies propres. Cette structure, bien entendu, ainsi a marqué sa présence sur cet événement planétaire en mettant à la disposition du grand public des éléments de langage en ce qui concerne l'état des lieux, les atouts, les défis, les perspectives de l'utilisation des énergies renouvelables. On fait le point avec Virgile Akhori. Les énergies renouvelables au Bénin. Cette entrevue médiatique prend son point d'appui sur la célébration décalée de la Journée internationale des énergies propres du dimanche 26 janvier dernier. L'association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables a décidé de marquer l'événement en faisant découvrir à la faveur de ce panel la vérité sur l'état des lieux des énergies renouvelables au Bénin. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une ère de maturité technologique où les équipements sont au point, les modules photovoltaïques, l'espérance de vie aujourd'hui c'est au moins 30 ans avec des rendements qui sont toujours en croissance parce que les recherches se poursuivent. Nous avons des batteries de nouvelle génération dont la durée de vie dépasse les 15 ans. Et donc, il y a de l'espoir en termes de fiabilité opérationnelle au niveau des équipements. Donc, la maturité aujourd'hui, c'est un acquis. Avec Faustin Dahito, précurseur de l'introduction des énergies renouvelables au Bénin, et sur cette trace, Léonide Saint-Saint, la confiance s'installe progressivement chez les consommateurs qui peuvent désormais s'assurer un confort de vie côté énergie. Aujourd'hui, même en ville, il y a des propriétaires de maisons qui investissent des grands montants pour sécuriser au niveau énergétique leur immeuble. Cependant, les défis à relever dans le secteur sont de plusieurs ordres et requièrent des acteurs plus d'initiatives. Les défis sont présents et pressants. Aujourd'hui, les formes d'énergie renouvelable sont encore minoritaires dans leur rapport au niveau national, mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est toute la dynamique que le secteur privé apporte. Et c'est aussi pour nous, d'un point de vue stratégique, de constituer un tissu d'entreprise de plus en plus important pour accompagner la vision aujourd'hui dans laquelle s'inscrit le pays, qui a très bonne presse à l'international en ayant une économie, un volet social, et en ayant un volet aussi, je dirais, plurisecteur qui soit de plus en plus vert. Dans la dynamique de l'innovation stratégique, l'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables entend également promouvoir la production de l'hydrogène vert. Construire des routes tout en formant des jeunes au métier du BTP, bâtiments et travaux publics, c'est la nouvelle trouvaille de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peyonko-Kirou-Banikwara, plus de 200 jeunes ont bénéficié d'une formation qui entre dans la composante C du programme employabilité des jeunes au métier du BTP. Après une première vague de 110 jeunes en 2022, la seconde vague de jeunes formé a été libéré jeudi dernier. Ceci à la faveur d'une cérémonie de présentation et de remise d'attestation de fin de formation qui s'est déroulée dans un hôtel à Paracourt. Cérémonie qui a connu la présence de plusieurs acteurs, notamment le directeur général de la SIRAT. Reportage. Le programme est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et a permis de former 109 jeunes, dont 44 femmes, pour le compte de cette deuxième composante. Du 29 novembre 2024 au 29 janvier 2025, ces jeunes se sont vus aguerris dans divers métiers du BTP, dont entre autres la maintenance générale des machines et équipements motorisés, la soudure, l'électricité auto ou encore l'entretien routier. Chers diplômés, les enseignements que vous avez reçus vous ont permis d'acquérir des aptitudes et des compétences optimales grâce au centre de formation ici présent et de les faire valoir sur le marché de l'emploi. Pour arriver à cela, vous avez dû faire preuve de détermination, de persévérance, de passion tout au long de la formation. Vous avez acquis des compétences techniques, mais aussi des compétences pratiques
qui vous permettront de contribuer activement au développement du secteur du BTP. Ces 2 mois de formation ont été assurés par le groupement CRFE du Togo et CFTTP du Bénin. Les jeunes ont par ailleurs bénéficié de compétences transversales dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Chères entreprises, c'est pour vous dire qu'il y a un vivier qui a été formé dans le cadre de ce projet. Nous vous invitons à faciliter leur insertion professionnelle. Les jeunes ont envie d'apprendre le métier, mais ils n'ont pas les moyens. C'est en cela que nous louons, franchement, les autorités béninoises d'avoir autorisé qu'une partie des prêts qu'ils contractent pour la réhabilitation d'une route soit consacrée à la formation de la jeunesse. Les jeunes formés se disent prêts à faire valoir leurs compétences. La formation dont nous avons bénéficié a édifié en nous des connaissances qui font de nous aujourd'hui des personnes aguerries et prêtes à se vendre sur le marché de l'emploi. Ça, c'est vraiment un truc à encourager. L'entreprise Colas, dès la prise des nouvelles activités, va faire le nécessaire pour piocher dans ses ressources pour travailler sur ces différents chantiers. La remise d'attestation aux bénéficiaires et une photo de famille ont mis fin à la cérémonie. Rendez-vous annuel de reddition de comptes de l'événement qui a une fois encore rassemblé du monde. L'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de la commune de Savalou a été le cadre pour le président et son équipe de présenter à l'assistance les actions menées au cours de l'année 2024 ainsi que les résultats, les difficultés rencontrées et aussi les perspectives. Ces assises ont également été le lieu pour les partenaires et autorités de prendre de nouveaux engagements. Y mettent Hélène Moussou et Georges Vaudounon pour le compte rendu. Convoqué par le président et son équipe du bureau exécutif national, le rendez-vous relève d'une exigence statutaire. L'Assemblée générale à l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, est le creuset défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres le bilan des 12 derniers mois d'activité avec à l'appui les résultats atteints, les difficultés rencontrées et aussi les perspectives. Nous avons fait en sorte de garder ce rituel annuel, cet exercice qui fédère l'ensemble des filles et fils de Savalou, engagés au sein de l'association pour le développement de la commune de Savalou, parce que c'est une régularité qui fait désormais la force d'une association qui fonctionne bien. Comptant pour la 2e année d'exercice du mandat 2024-2026, les assises ont été meublées par des communications, mais également la présentation du rapport moral et celui financier. Les documents soumis à l'appréciation de l'assistance retracent les actions menées tout au long de l'année écoulée. Sur les nombreuses activités, celles qui retiennent et forcent l'admiration sont les coûts de renforcement et de soutien scolaire, la construction des toilettes sèches, puis le projet poterie Pataba. Si vous suivez, vous allez voir qu'il s'agit d'actions en profondeur, l'accompagnement de coopératives, de femmes génératrices, d'actions génératrices de revenus au niveau de femmes, au niveau de producteurs. Les coûts de soutien scolaire. Depuis 4 ans, Savalou s'engage avec l'appui des cadres de bonne volonté à organiser les cours de soutien scolaire. Et les résultats sont là tangibles. Vous voyez, le maire nous a donné 2 millions pour accompagner les cours de soutien scolaire au titre de cette année. Donc cela montre une dynamique entre Action de développement, mairie et le palais royal. Satisfait des prouesses réalisées, dans les interventions, beaucoup n'ont pas aussi manqué de souligner que des efforts restent à faire, tout en félicitant Conrad Baguidi et son équipe. Cadres, autorités et partenaires présents ont encore rassuré de leur soutien pour la poursuite de l'aventure. Cette année, les 14 arrondissements de la commune seront couverts et chaque arrondissement aura ses toilettes sèches agroécologiques publiques. Et notre idée maintenant, c'est de passer à des projets d'accompagnement des quartiers où on s'est installé avec les toilettes, à travers de différentes thématiques. En perspective, tout en préservant les acquis, le bureau présidé par Conrad Baguidi ambitionne, en plus d'autres projets conçus et partagés avec l'assistance, de mener des campagnes de sensibilisation pour reconquérir le cœur des filles et fils de la commune. Il entend également inventer des moments et sujets de construction et de développement autres que les rendez-vous habituels. Dans la suite de cette édition, nous sommes dans le département du Mono. Les travaux de la première
session du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2025 ont été couplés avec ceux de la conférence administrative départementale. Des travaux consacrés à plusieurs sujets, notamment l'évaluation des communes dans l'exercice de mobilisation des ressources propres. Le préfet du Mono nous fait ici le point des échanges à l'issue de ces travaux. Bienvenue Laurent est au micro de Narcisse Alossé. Florent Deroux. Vous savez que le département du Mono a fait de la mobilisation des ressources propres l'indicateur phare devant nous permettre d'apprécier la forte implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette année, nous avons encore édité l'exercice. Malheureusement, vous avez pu constater avec nous que les communes qui se sont illustrées l'année dernière comme premières sont cette année celles qui sont restées à la traîne. Une seule commune a pu obtenir la moyenne de 50%. Il s'agit de la commune de Bokwa qui a obtenu 54%. Les autres sont loin derrière. Pour nous, ce n'est pas un bon résultat. Cela ne traduit pas l'engouement, l'engagement et tout le sacrifice que la tutelle consent en complicité avec les services déconcentrés de l'État pour appuyer nos communes. Lorsque nous rentrons dans les détails de ces résultats, nous notons une très forte négligence des aspects administratifs devant encadrer l'indicateur de mobilisation de ressources propres. Et à l'exercice, nous nous sommes rendus compte que derrière cette image apparente de volume que nous avons pu constater, qu'il y a beaucoup de faiblesses qu'il faille combler. Nous avons dit l'essentiel à chaque acteur. Chaque acteur est reparti ici conscient de ses faiblesses, de ce qui est attendu de lui en termes d'investissement personnel, mais aussi collectif pour 2025, afin qu'à la prochaine évaluation, nous puissions avoir un tableau plus reluisant. Et puis, enfin, la bibliothèque du Kayeb Fondation Vallée de Nati Tengou dispose désormais d'un cadre somptueux pour la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est un bâtiment de type R+2 entièrement équipé gracieusement offert par la Fondation Vallée de France. La cérémonie d'inauguration de l'édifice ayant mobilisé les différents acteurs du monde éducatif de Nati Tengou a été donc rehaussée par la présence du directeur de Fondation Vallée, retrouvé dans les prochaines éditions le compte-rendu de cette cérémonie d'inauguration. Dans l'actualité également, la campagne 2024-2025 de commercialisation des noix brutes de cajou est officiellement lancée à Bassila. C'est au cours d'une cérémonie empreinte de solennité organisée que le top pour la vente des noix de cajou a été donné par le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et pour la réussite de cette campagne, producteurs et commerçants et transformateurs ont eu droit à une phase de démonstration des différentes étapes, modalités et des conditions retenues par l'interprofession de la filière cajou. Les détails avec Abdou Sabridissou. Tous les producteurs. C'est l'une des étapes cruciales de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix brutes de cajou au titre de l'année 2024-2025. Elle consiste à exposer aux commerçants, partenaires de la filière anacarde, producteurs et transformateurs, les différentes phases, conditions et modalités requises pour une campagne réussie. Au niveau des coopératives villageoises des producteurs d'anacarde, la noix de cajou sera vendue par les producteurs des CVPA contre un paiement au comptant. Les transformateurs, suivant leur plan de zonage, vont retirer leur bordereau d'enlèvement au niveau des coopératives communales des producteurs d'anacarde. Prix d'achat aux producteurs, 375 francs, dont 5 francs pour les fonctions critiques. Je voudrais appeler l'attention de l'interprofession de la filière anacarde sur la nécessité de faire fonctionner les balances qui seront utilisées dans le cadre de cette campagne. Cette campagne intervient dans un contexte où le gouvernement et son chef Patrice Talon ont procédé à la réorganisation de la filière anacarde. La restructuration de la filière anacarde avec la redynamisation de l'interprofession marque une avancée significative. Cette initiative vise à renforcer
les liens entre tous les acteurs. Je voudrais exprimer, au nom des acteurs agricoles de la Chambre nationale d'agriculture, au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa clairvoyance et sa confiance qu'il a placée en notre institution, en nous confiant la grande mission de la restructuration de la filière anacarde. À travers cette cérémonie, les différentes composantes de l'interprofession et autres acteurs de la filière anacarde sont désormais fixés sur le déroulement de cette campagne actée ce 30 janvier 2025. C'est bon, j'ai pris mon argent. Avant de prendre congé de vous, en cette année 2025, nombre de localités au Bénin sont en plein, bien entendu, dans le développement. Et pour ce faire, les ressortissants se battent du mieux qu'ils peuvent. C'est le cas de la localité de Sotampoué, dans la commune de Soavar, qui était en fête le 3 février pour sceller davantage les liens entre les filles et fils. À Soumokanya, Rachid Soubero pour le reportage. Sotiankoué n'a pas dérogé à la tradition de la célébration de sa fête identitaire. Les fils et filles de la localité ont retenu le dimanche 2 février pour se retrouver à l'occasion de cette commémoration. Des retrouvailles que des causes lointaines leur imposent. La présente manifestation, c'est un événement qui s'est produit le 30 janvier 1967, précisément à cette place, où nous avons eu une expédition punitive avec le gouvernement d'alors, c'est-à-dire de ce temps, pour l'impôt de capitation. C'est un malheureux événement que les ressortissants de Sotiankoué ont transformé en souvenir en l'honneur de leur mort, ce qui consolide davantage la collaboration et la solidarité dans leur communauté. L'union fait la force. L'union fait toujours la force. Que nous devons rester ensemble. La politique politicienne, ça ne développe pas et ça ne va pas développer notre communauté. Après l'événement de 1967, l'Église catholique s'était portée à leur secours par le biais de celui qui deviendra plus tard cardinal Bernardin Gantin. Il avait alors offert des vivres aux populations et construit un module de classe pour les soulager. Aujourd'hui, ils sont donc convaincus que cela participe du développement de leur localité, en plus de ce que fait le gouvernement. Chaque année, nous le faisons. Nous avons mis en place en même temps le développement. Parce qu'un événement malheureux peut amener à un développement. Ça nous permet de nous connaître. Ceux qui sont de la diaspora, ceux qui sont sur place, nous nous retrouvons et nous réfléchissons pour le développement de notre localité. Après tout ce que l'Église a fait, le gouvernement est venu nous appuyer aussi. Aujourd'hui, moi je ne sais pas s'il faut parler encore de manque de salle de classe. Ce n'est pas que je suis, mais que je le dis. On a créé des écoles. Il y avait un collège en 85, aujourd'hui on en a 5. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts aujourd'hui. La route à Kassato-Soava qui est lancée déjà, dont les travaux ont commencé. Rendez-vous est pris pour l'édition 2025 avec la célébration du 59e anniversaire, souvenir de l'expédition punitive. Et bien voilà, vous venez donc de suivre la célébration de cette fête ce dimanche entre les filles et fils, bien entendu, de la localité de Sotampoué dans la commune de Soava. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition à 19h30, la grande édition de la soirée. Mais avant, à 16h, votre bulletin d'information. Portez-vous bien et à très bientôt.